Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de la série Plein Feu, plus que des visiteurs, meilleurs ensemble, réintégration des proches aidants comme partenaires de soins essentiels pendant la pandémie de COVID-19. Je suis Julie Jury, responsable stratégique des partenariats avec le patient à la FCISS. La FCISS travaille main dans la main avec des partenaires pour identifier et diffuser des innovations éprouvées au Canada. Et nous aspirons à être un partenaire indispensable pour prodiguer de meilleurs soins de santé à tout le monde au Canada. Nous aidons les innovateurs à réagir aux questions les plus urgentes en matière de soins de santé au Canada. Je suis heureuse de co-animer cette séance avec le Dr. Ward Flemons, que j'invite à se présenter. Merci, Julie. Bonjour à tous. Je suis Ward Flemons. Je suis pneumologue ici à Calgary. Et donc, je travaille à l'Université de Calgary pour AHS et je suis également directeur médical du Conseil de la qualité des soins de l'Alberta. Merci, Ward. Et il est également membre du groupe consultatif sur l'intervention d'urgence qui nous a aidé à mettre au point les choses dont on parlera aujourd'hui. Un rappel, nous enregistrons cette conférence et nous archiverons l'enregistrement sur le site de la FCISS dans les jours à venir. Nous sommes heureux d'offrir la série Plein Feu en mode bilingue dans ce webinaire. Le numéro de téléphone pour vous brancher à l'audio en français devrait être affiché à votre écran. Et nous vous invitons à vous servir de la langue officielle de votre choix en saisissant vos questions ou vos observations dans la boîte de dialogue. Et nous tâcherons de réagir à vos observations chemin faisant. J'aimerais commencer ce webinaire en reconnaissant que nous nous réunissons sur une terre habitée par les peuples autochtones depuis le début. En particulier, nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire à partir d'Ottawa, qui est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinabeg. Je suis très heureuse de vivre dans cette magnifique ville et d'ailleurs nous reconnaissons et apprécions profondément le lien historique avec ce lieu. Alors, passons à l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons de certaines questions. D'abord, nous allons examiner et discuter du rôle de partenaire de soins joué par les proches aidants, qui est distinct de celui des visiteurs. Les panélistes nous parleront des défis associés à la présence des proches aidants en tant que partenaire de soins essentiels. Nous entendrons parler de AHS en Alberta et d'un PDG formidable, d'une PDG formidable de l'Ontario, Dr. Jill Kernahan. Et nous entendrons aussi deux proches aidants, partenaires de soins, Sandy Howell de l'Alberta et Marianne Levasseur du Québec, qui nous parleront de leur expérience vécue en cette période de COVID-19 à titre de partenaire de soins. Et ensuite, nous allons débattre, et c'est la partie la plus importante en ce qui me concerne de ce webinaire. Nous allons vous demander de participer activement à la conférence. Ward et moi-même allons animer la séance en groupe et nous espérons pouvoir expliquer quel rôle jouent les proches aidants, pourquoi leur rôle est important, comment les réintégrer dans le système, quels sont les défis, les obstacles, mais aussi quelles sont certaines des solutions. Nous nous réjouissons d'avoir cette conversation avec vous tous aujourd'hui. Alors, quelques mots sur Meilleur Ensemble. Depuis 5 ans, la FCISS travaille très fort directement dans le domaine de la participation du patient pour encourager leur présence, la présence des proches aidants à titre de membres de l'équipe de soins. Comme on le déclarait dans Bien plus qu'un visiteur, un rapport qu'on vient à peine de publier, de 2015 à 2020, nous avons constaté un changement dans la présence des proches aidants dans les centres hospitaliers partout au Canada. Nous sommes passés de 32 d'accommodement de politique à 73 à l'hiver 2020. Et ce changement, à notre avis, montre bien l'engagement en faveur d'un environnement propice à un partenariat avec le proche aidant. Et cette appréciation de la part du personnel de soins de santé pour le travail réalisé par les proches aidants qui aident le patient hospitalisé. Nous savons que la COVID-19 a véritablement frappé ce pays au mois de mars. Nous sommes passés en mode restriction
complète pour les visiteurs. Ces restrictions ont donc radicalement changé la situation des proches aidants. Nous avons examiné 32 centres hospitaliers au Canada avec lesquels on travaillait et on a constaté un changement sur le plan de la présence des proches aidants et des familles. On est passé de 72-73% à presque zéro. Donc, des restrictions intégrales. À l'époque, nous nous disions que c'était peut-être dans l'intérêt de tous et qu'à court terme, c'était nécessaire. Or, avec la progression de la maladie, de l'infection, nous estimons qu'à présent, il faut plutôt déterminer comment réintégrer les proches aidants dans la prestation des soins auprès de leurs proches souffrants. Alors, le rapport sur la réintégration des proches aidants est appuyé sur un sondage auprès des proches aidants dans toutes sortes d'instances. Nous avons examiné la littérature scientifique sur la présence des proches aidants et nous avons fait des entretiens avec des dirigeants des systèmes de santé, le personnel de première ligne, ainsi que les familles et les proches aidants. Et ensuite, nous avons convoqué notre conseil consultatif d'intervention rapide qui est constitué de cliniciens, de leaders du système de santé, de PDG des hôpitaux, d'experts en éthique, d'experts en santé publique, et évidemment, comme pour ce que tout fait la FCISS, nous avons travaillé très étroitement avec les patients et les proches ressources. Et ce sont eux qui ont complété les places auprès du groupe d'experts. Ce groupe d'experts a pris connaissance des données probantes, a examiné les restrictions actuelles et nous a donné ces conseils d'experts appuyés sur leur expérience afin de déterminer comment équilibrer les avantages et les inconvénients de la présence des proches aidants pour les patients. Et ce groupe en est venu à un consensus par rapport aux prochaines étapes. Et c'est ce que nous aborderons aujourd'hui, à savoir comment aider les hôpitaux d'aujourd'hui à réintégrer les proches aidants à titre de partenaires essentiels de soins. Alors, je vais demander au Dr Flemons de nous présenter la suite. Merci. Alors, le conseil consultatif a identifié des étapes essentielles que nous présenterons dans les diapositives à venir. Et ça s'applique à tous les systèmes de santé du Canada afin de réintégrer les proches aidants qui sont des partenaires essentiels de soins. Un élément important était de cerner le public pour les prochaines étapes. À qui fallait-il adresser ces recommandations? Et le public, en fait, sont les autorités sanitaires au niveau des provinces et territoires, les autorités régionales, les médecins hygiénistes en chef, les dirigeants des hôpitaux, les conseils d'administration, le personnel clinique et les responsables de la participation des relations avec le patient, ainsi que des universitaires et des chercheurs. Donc, là, un vaste éventail de personnes qu'il fallait réunir. Ainsi, on a examiné les étapes à mettre en œuvre. Et je vais présenter dans cette diapositive-ci les 7 étapes qui, selon nous, selon le groupe consultatif, pourraient être utiles. D'abord, établir des fondations pour les soins en partenariat entre le patient et sa famille. Il faut y revenir même dans le contexte de la COVID et du risque que cela présente. Ensuite, de revoir les politiques sur la présence des familles avec la participation des patients, des membres de la famille et des proches aidants partenaires. Parfois, on prend des décisions en vase clos en santé. Et plutôt, il faut inviter les patients à participer aux décisions. Troisièmement, faire la différence entre les proches aidants, qui sont des partenaires de soins essentiels, et les visiteurs. Donc, pas une politique qui s'applique intégralement à quiconque n'est pas un prestataire de soins, mais plutôt tracer une distinction entre les partenaires de soins et les visiteurs. Quatrièmement, se pencher sur les besoins des personnes exposées à certains risques sans la présence de proches aidants désignés comme partenaires de soins essentiels. Donc, il s'agit ici de cerner ces personnes qui ont absolument besoin d'un proche aidant. Cinquièmement, adopter une approche globale et équilibrée à l'évaluation des risques. Pas exclusivement évaluer la propagation
éventuelle du virus, mais aussi la perte de cet apport du proche aidant pour le patient. Sixièmement, mettre en place un processus d'appel rapide. Donc, si les familles ne sont pas d'accord, qu'elles aient la possibilité d'interjeter appel et d'obtenir une deuxième opinion. Septièmement, augmenter la quantité de données probantes pouvant orienter les décisions relatives à la présence des proches aidants. Parfois, on prend des décisions rapidement et elles ne s'appuient pas forcément sur des données probantes. Merci Ward de nous avoir présenté ces 7 thèmes principaux des prochaines étapes. À présent, nous allons aborder les détails. Si vous avez lu le document, vous allez reconnaître certains de ces détails en dessous de chacune des étapes, telles qu'explicitées par le groupe d'experts. Ward Flemons nous parlait du fait qu'il fallait recentrer les soins sur le patient et le proche aidant. Je peux vous dire anecdotiquement, sur la base des entrevues que nous avons réalisées, que nous sommes habitués à offrir des services conseils et de partenariat, de collaboration. Ainsi, les proches aidants ont constaté un changement à l'amorce de la COVID-19. Et dans bien des cas, ce partenariat en matière de développement de programmes et de politique s'est perdu. Sans doute parce qu'il a fallu agir rapidement, que les systèmes de santé tentaient de réagir très rapidement à l'imposant défi que présentait la pandémie. Et donc maintenant, on demande à renouer avec ces valeurs fondamentales de soins centrées sur le patient et la famille. Et qu'est-ce qui est dans l'intérêt du patient? Et il faut également examiner toute cette idée du système centré sur le patient et sa famille. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'avoir des proches aidants qui éclairent les politiques en ce sens. Alors, c'était notre premier appel sur le plan des prochaines étapes. La prochaine étape est de revoir les politiques sur la présence des familles avec la participation des patients, des membres de la famille, des proches aidants partenaires. Cette expérience vécue, leur expertise acquise par l'expérience, ne saurait être minée. Il faut veiller, tandis que nous réintégrons les proches aidants à titre de partenaires essentiels de soins, de collaborer avec eux afin de mieux comprendre leur rôle, de mieux cerner les changements introduits en raison de la COVID-19 et les réintégrer de manière sûre et efficace. Évidemment, il faut tenir compte des circonstances hospitalières, locales et même régionales, tandis qu'on verra à leur réintégration. Comme on le constate à l'heure actuelle, les instances canadiennes et les hôpitaux d'ailleurs ont des difficultés variables. C'est pourquoi il faut réintégrer les proches aidants en consultation avec ceux-ci. Et enfin, une autre chose qui est très importante, il faut soutenir le personnel hospitalier, le personnel de première ligne, d'abord pour qu'ils comprennent le rôle important des proches aidants à titre de partenaires de soins, mais aussi aider le personnel à se sentir en sécurité et comprendre que les proches aidants peuvent revenir, que ça peut être sécuritaire et que cela peut être fait en sécurité avec les bons outils. Et nous avons déjà présenté ces outils et ces ressources dans notre document. La troisième étape et la quatrième étape, ici, nous étoffons un peu le contexte des étapes de nouveau. L'étape 3 concerne la distinction entre les proches aidants, qui sont des partenaires de soins essentiels, et les visiteurs. C'est très important. Il s'agit d'avoir un langage et une communication efficace. Nous avons un peu noyé le message que le partenaire de soins est plus qu'un visiteur. Vous allez constater ce mot-clic partout dans nos documents, dans les médias sociaux. Vous allez constater que les proches aidants y font référence régulièrement. Il existe tout à fait une distinction et il est très important de se servir de ces distinctions lorsqu'on parle des visiteurs pour décrire quiconque n'est pas professionnel de la santé. Les visiteurs sont des gens qui sont là pour rendre visite aux patients. Ils ne participent pas directement aux soins.
Ce ne sont pas des partenaires de soins. Ils n'ont pas été désignés par le patient à titre de personnes essentielles. Il faut donc veiller à ce que l'on comprenne cette distinction. Il faut aussi veiller à lever le voile sur l'ambiguïté quant à l'autorité d'interpréter les directives provinciales et territoriales par rapport au caractère essentiel de certains des proches. C'est essentiel non seulement pour les organismes et les dirigeants, mais aussi pour les patients et leurs familles. Qui prend cette décision, à savoir qui est un partenaire de soins essentiels et qui ne l'est pas? Il faut aussi examiner l'application variable des directives. C'est très difficile pour les dirigeants ainsi que pour les patients et les proches aidants. Quelle directive s'applique et quand et qui est redevable? Et de nouveau, il faut sensibiliser le personnel et la population à cette distinction entre un partenaire de soins essentiels et un simple visiteur. L'étape 4. Il s'agit ici de se pencher sur les besoins des personnes exposées à certains risques, sans la présence de leurs proches aidants désignés à titre de partenaires de soins essentiels. Ainsi, nous demandons aux hôpitaux et aux dirigeants des soins de santé de penser aux iniquités qui pourraient survenir si un proche aidant ne parvient pas à prodiguer des soins à son proche hospitalisé. Le Conseil consultatif d'experts estime que le patient a le droit de demander à avoir la présence de son proche aidant. Cela doit être respecté. Or, nous estimons qu'il y a des populations où ce risque est accru. Je vous donne quelques exemples. Des personnes qui ont du mal à communiquer, qui ont des difficultés cognitives, un retard de développement, les personnes atteintes de démence, ou des gens qui ont du mal à comprendre l'information et à communiquer avec leur équipe de soins. Les gens qui viennent de passer des soins pédiatriques aux soins pour adultes et qui sont maintenant responsables de tant de leurs soins qu'ils ont besoin du soutien d'un proche. Et ce ne sont que quelques exemples que nous avons inclus dans le rapport afin de présenter ces populations les plus précarisées par l'absence de leur proche aidant, qui est un partenaire essentiel de soins. Docteur Flemens, je vous cède à présent la parole. Merci, Julie. Alors, l'étape 5 vise à gérer et équilibrer les risques. Nous nous sommes tous habitués à penser aux risques de la COVID-19 sur le plan de son impact sur les patients, sur nous-mêmes et sur les proches aidants, et faire tout en notre possible pour empêcher la propagation de la COVID-19 dans la communauté, mais aussi au sein du centre hospitalier. Je peux vous dire que notre crainte la plus importante, comme membre du personnel hospitalier, était d'être un foyer d'éclosion. Or, à mon avis, nous n'avons pas équilibré ce risque par rapport à l'impact que cela aura sur le patient, séparé de sa famille en ces moments très difficiles. Et j'ai de nouveau une expérience personnelle, un ami qui était mourant, dont la famille n'a pu lui rendre visite. Il est décédé à la fin mars dans un de nos établissements de courte durée. Et cela a été très émouvant et difficile pour sa famille. L'étape 6 vise à mettre en place un processus d'appel. Une fois les politiques en place et une fois les procédures mises au point, comment les familles peuvent-elles interjeter appel s'ils ne sont pas d'accord avec leur statut? Et comment résoudre ces questions très rapidement? Quels processus sont en place? Quel recours peut-on donner aux familles de sorte que celles-ci puissent avoir une décision équilibrée? Et la dernière étape, l'étape 7, l'étape 7 vise à continuellement examiner les données probantes. Quel est le risque actuel de la propagation de la COVID-19 par les visiteurs qui entrent à l'hôpital?
peut-on se servir de données probantes pour orienter nos politiques et, conséquemment, nos processus? Et peut-on se servir de ces données probantes pour nous aider à déterminer comment minimiser le risque, on ne pourra jamais l'éliminer, mais minimiser le risque, de sorte que l'on puisse effectivement avoir un bon équilibre entre la sécurité hospitalière, mais pas aux dépens du lien familial entre le patient et son proche aidant. Il s'agit donc d'étudier l'impact de cet élément essentiel des partenaires essentiels. Les proches aidants font partie de l'équipe de soins. On n'exclurait pas les médecins, les infirmières, les inhalothérapeutes et les ergothérapeutes de l'équipe de soins. Alors, si les proches aidants sont perçus comme des partenaires essentiels, comment ne pas les exclure tout en minimisant le risque de propagation d'infection? Alors, sur ce, je crois que nous allons entendre les membres de notre groupe d'experts. D'abord, nous entendrons deux de mes collègues de l'Alberta. Sandy Opal, qui est patient partenaire pour le service de santé de l'Alberta, ou AHS, et Chris Mayhew, qui est consultant principal du service de la participation de l'expérience du patient, de nouveau AHS. Je vous cède la parole, Sandy et Chris. Merci. Alors, je ne passerai pas beaucoup de temps sur cette diapositive. Je préfère me concentrer sur le contenu, mais histoire de vous donner un peu de contexte, AHS est le premier système intégré de santé. Vous voyez l'ampleur du système dont il est question, son envergure sur le plan du nombre de patients traités et d'employés, ainsi que de sites. Et sur cette diapositive-ci, je vous présente Sandy, afin de nous pencher sur son expérience et ce à quoi elle a ressemblé depuis quelques années. Sandy? Merci. Alors, ma fille a maintenant 22 ans et après des années de soutien dans le centre pédiatrique, on a eu un choc en arrivant dans les traitements adultes. On a eu beaucoup d'admissions au départ et très souvent, j'ai dû défendre mes propres intérêts comme proche aidante. Mais j'ai constaté une évolution de la présence des proches aidants avec l'élimination des heures de visite. C'est-à-dire qu'avant la COVID, nous faisions partie de l'équipe de soins, quelle que soit l'unité ou notre expérience. Merci, Sandy. Alors, on essaie de vous donner un peu de contexte. Sandy vous le disait que depuis des années, comme c'est votre cas, nous avons cheminé afin d'améliorer l'expérience du patient, donc entre autres en ouvrant les portes aux proches aidants. Après l'initiative Meilleur Ensemble, qui a été commanditée par la FCISS, AHS a approuvé une politique de présence des familles à l'échelle du système en 2017. Et bien qu'elle ait créé des fondements pour la présence de la famille, les champions de l'organisme ont rapidement indiqué qu'il fallait relever la barre et qu'il fallait faire la promotion de véritables partenariats avec les proches aidants. Alors, fin 2018 et début 2019, nous avons accepté de revoir les politiques et nous avons commencé à consulter les programmes et services d'AHS. Nous avons aussi communiqué avec la FCISS et consulté un nombre de nos collègues des provinces et nous avons fait un examen de la littérature scientifique afin de comprendre quelles étaient les pratiques avant-gardistes. Un élément important consistait à travailler avec notre groupe consultatif des patients et des familles pour co-concevoir les politiques. Nous avons aussi fait un effort de validation avec les familles dans la province. Et nous avons fait au total 45 consultations auprès des parties prenantes d'AHS et 22 groupes distincts sur une période de mois. Alors, il s'agissait d'un mécanisme de consultation important et, entre autres, nous estimions que la communauté de pratique sur la présence des familles était importante. C'est pourquoi nous avons créé un groupe comme celui-là pour partager des renseignements, partager des réussites, des défis sur le plan opérationnel, c'est-à-dire pour le personnel, mais aussi examiner des solutions ensemble.
Donc, cette communauté de pratique est un excellent mécanisme pour réunir des gens afin de produire des idées et diffuser nos pratiques. Alors ça, c'était avant la pandémie. Passons à présent à la réaction à la COVID-19. Et je vais demander de nouveau à Sandy de nous indiquer à quoi a ressemblé son expérience plus récemment. Merci, Chris. Alors, pendant la COVID-19, nous avons vécu plusieurs hospitalisations et je souhaitais parler d'une expérience récente. J'ai dû porter un porte-nom de visiteur récemment lors d'une admission aux urgences. Et ce qui m'a frappé comme proche, mais aussi comme proche ressource, j'ai indiqué à l'hôpital que cette étiquette ne convenait pas. Et j'étais vraiment préoccupée par le fait qu'on rebroussait chemin, surtout sur le plan des soins, centrés sur le patient et sa famille. On nous a invités donc à participer à cette communauté de pratique évoquée par Chris Mayhew et aussi à des consultations avec le personnel d'AHS et ce webinaire. Ça montre bien à quel point il est important de reconnaître qu'il existe une distinction entre un proche aidant et un visiteur et qu'il est important que la famille fasse partie de notre réaction future à la COVID-19. Merci Sandy. Comme Julie Drury le disait, l'expérience des proches aidants est vraiment essentielle pour éclairer la marche à suivre. Et les gens comme Sandy et d'autres proches ressources sont essentiels afin de communiquer cette expérience et éclairer nos travaux futurs. À AHS, comme d'autres instances, nous avons mis en place une politique excluant les visiteurs en avril. On l'a fait en raison des exigences de santé publique, c'est-à-dire pour empêcher la propagation du virus, mais on a vite réalisé que cela devait changer. À l'époque, un certain nombre de nos membres du personnel ont été redéployés pour répondre aux appels des familles qui étaient placées auprès du bureau de relations avec les patients. Les données le confirment, il y a une augmentation des appels de la part des proches aidants qui se plaignaient de ne pas pouvoir rencontrer leurs patients hospitalisés, leurs proches hospitalisés. À l'époque, nous avions un groupe responsable de la coordination des politiques, entre autres celle sur la restriction des visiteurs. Alors, on a demandé si on pouvait participer à leurs efforts et notre offre a été reçue à bras ouverts pour que l'on puisse donner notre opinion. À ce stade, pendant un moment, la participation des patients et des proches avait ralenti, donc on voulait essayer de les réintégrer dans le giron des soins. Et d'ailleurs, on a beaucoup insisté sur le langage, comme le disait Sandy. Alors, on a fourni des recommandations. On nous a même demandé de réunir un groupe de travail sur la présence des familles qui représente un grand nombre de parties prenantes de l'ensemble de l'organisation. Et en s'appuyant sur les conseils du groupe et la rétroaction des patients et proches ressources, on a publié nos premières lignes directrices révisées par rapport aux orientations et aux restrictions de visite pour les proches aidants. Et cela a permis à un ou deux membres de la famille d'être présents avec le patient et ne pas se faire sur une base exceptionnelle ou les accepter sur une base exceptionnelle. Par la suite, on s'est servi de notre réseau de soins centrés sur le patient et la famille. On a aussi tâché de continuer d'avancer avec des révisions. Alors voilà un petit aperçu de ce qu'on a fait à AHS. Merci. Merci beaucoup, Chris. Allez-y, Dr. Flemons. Je voulais tout simplement vous remercier tous les deux. Merci, Sandy, d'avoir parlé de votre expérience et de votre cheminement en cette période de COVID-19. Vous m'avez dit récemment que votre fille avait été hospitalisée juste avant la pandémie et
que vous avez été touché directement par la pandémie lorsqu'elle a été déclarée, car vous étiez à l'hôpital avec votre fille hospitalisée à ce moment-là. Alors, j'aimerais à présent vous présenter Dr. Gillian Kernahan, présidente et chef de la direction de St. Joseph Healthcare, London. Dr. Kernahan, qui est également membre de notre groupe consultatif d'intervention d'urgence. Dr. Kernahan, merci d'être présente pour partager vos réflexions et votre expérience. Merci, Julie. Et merci de votre présence. Alors, je vais rapidement vous présenter notre organisme. Nous sommes un site qui est surtout à London, mais éparpillé un peu dans la région. Nous avons quatre hôpitaux et une installation de soins de longue durée, ainsi qu'une multitude de programmes communautaires et de sensibilisation. Nous avons un historique de conseils de patients et de famille. Alors, je ne vois pas la diapositive s'afficher, mais j'espère qu'on pourra l'afficher. Là, voilà. Alors, nous avions un long historique de partenariat avec les patients. La demi-lune que vous voyez est notre cadre de partenariat conçu avec les patients et les familles. On avait 7 conseils des patients et des familles qui nous encourageaient à être sensibles à la situation des patients et des populations que nous servons. Nous avons fait beaucoup de travail sur le partenariat de soins, sur la participation et sur l'incarnation du partenariat. Nous avons demandé aux patients et familles de concevoir les priorités, les espaces, mais aussi à participer aux soins. Nous avons été très clairs qu'un proche aidant était défini par le patient. Donc, un proche aidant pouvait être un ami, un voisin, quiconque était désigné par le patient. Nous avons eu beaucoup de chance, il y a 2-3 ans, de recevoir une grosse subvention de la Change Foundation pour faire avancer ces travaux. Nous avions fait beaucoup de travail, nous avions conçu cette initiative avec nos patients, proches ressources, médecins et personnels de première ligne, et nous nous sommes concentrés sur les politiques de présence de la famille partout dans l'organisme, les transitions de soins avec les priorités qui ont été établies par les patients et proches ressources. Et ensuite, nous avons continué de renforcer le modèle de partenariat dans le cadre duquel les patients et leurs familles ont fait un audit de nos espaces pour veiller à ce qu'ils soient sensibles aux personnes âgées et ainsi de suite. Et la COVID est intervenue. La COVID est intervenue, on a reçu des directives provinciales, un décret, comme vous le voyez, au mois de mars. D'abord, les visites essentielles ont été permises dans les résidences de soins de longue durée, et ensuite, ça a été les hôpitaux, le 19 mars. Et les définitions étaient très restrictives. Comme organisme, on s'est dit, bon, il y a des principes par rapport à la participation des proches aidants. Comment passer à un monde virtuel? Et bien qu'on était limité sur le plan de leur présence physique, on pouvait se servir des principes par rapport à la participation des proches aidants pour assurer cette transition. C'est pourquoi nous avons créé un cadre pour la participation virtuelle et ainsi qu'une trousse d'outils pour les soins virtuels. Et on a aidé le personnel à comprendre comment s'en servir. On a aussi travaillé avec des animateurs qui ont créé un plan pour chacun des patients, à savoir comment ils voulaient communiquer avec leur famille, proches aidants. Et nous avons aussi un classeur avec le nom des membres de l'équipe, ce que fait chacun des membres de l'équipe et quelles sont les directives pour le patient. Et donc, le classeur était au chevet du patient, de sorte que tous les membres du patient, tous les membres de l'équipe de soins savaient comment le patient voulait interagir avec les gens qui étaient importants pour lui. On s'est servi d'enseignement à distance ou virtuel pour les indications sur le congé, pour les transitions de soins. Si ça n'était pas suffisant, que ça n'était pas sécuritaire, on a assuré la présence physique du proche aidant, donc en cas de besoin. Ensuite, nous avons continué la mobilisation, mais virtuellement, pour veiller à ce que nos politiques respectaient les principes directeurs de notre établissement. Et nous voulions veiller à ce que les patients se sentent en sécurité, de nous demander à les aider. Je vous donne un exemple de ce qu'on a affiché sur les tableaux blancs au chevet du patient. On voulait veiller
à ce que les patients sachent qu'on pouvait poser des questions au personnel. Oui, le personnel était occupé et on avait 80 nouveaux lits en 2 semaines. On avait réparti notre personnel partout. On était très, très occupés à réagir à la COVID-19 dans la région. On voulait quand même que les patients sachent que c'était parfaitement acceptable de demander de l'aide. En discutant avec les équipes qui ont coordonné cela, il était intéressant de noter que certains des apprentissages de l'équipe étaient par rapport à la distinction entre le proche aidant et le visiteur. Les membres du personnel se sont mis à beaucoup apprécier les proches aidants qui étaient véritablement des partenaires de soins. Ils ont compris à quel point ils en faisaient beaucoup et enrichissaient la vie de leurs proches. C'est ce qui a éclairé la stratégie et qui continue de l'éclairer, la stratégie de participation des proches aidants. Il y a un sous-groupe des patients qui n'ont personne pour les aider et ils se sont demandé aussi comment les aider. C'est intéressant de constater que dans certains de nos programmes, il y avait des époux-épouses qui étaient ensemble et d'autres patients ou résidents étaient assez envieux de ces autres patients qui pouvaient voir leur époux-épouse car ils vivaient dans le même établissement de soins de longue durée, ce qui crée quand même des inéquités. On s'est demandé pourquoi les politiques ne pouvaient pas être plus universelles. Tandis qu'on examine les prochaines étapes, et effectivement, nous avons assoupli les restrictions et nous allons tâcher de renouer avec la présence des familles. Nous allons avoir une approche graduelle. Ça sera selon les taux d'infection, selon le personnel disponible pour le dépistage et la capacité de chacun des sites de dépister, les renseignements, la sensibilisation auprès des proches aidants, car dans certains cas, on a eu des situations difficiles en vertu desquelles les gens ont pénétré dans les établissements en refusant de respecter les consignes. Et donc, il s'agit d'être clair par rapport à notre engagement, par rapport aux proches aidants, quelles sont les attentes que nous avons pour les proches aidants. Et cela est bien explicité dans les documents. On examine également des principes communs pour tous les sites, bien que leur population de patients soit très distincte. Donc, il faut que l'objet, les valeurs soient les mêmes, mais il faut être sensible à la réalité locale. Donc, le Conseil de patients et proches ressources interviendra dans la conception de ces politiques. Et ce sera le cas pour tout l'organisme. Alors, nous allons nous concentrer d'abord sur les patients aux besoins les plus élevés. Donc, dans le document, nous parlons des patients qui ont des besoins plus immédiats et nous continuerons de cheminer pour tâcher de remobiliser les patients et proches ressources de l'organisme. Alors voilà un bref aperçu de notre cheminement. Merci beaucoup, Dr. Cunningham. Et je constate que la boîte de dialogue est remplie de questions pour vous par rapport à comment vous avez réalisé ces choses à AHS et à London. Alors, merci d'avoir partagé cette information avec nous aujourd'hui. Et à présent, notre dernière intervenante, notre dernière conférencière, Marianne Levasseur, qui est proche aidante du Québec. Marianne, qui a fait partie de notre conseil consultatif d'intervention d'urgence. Et donc, on est très ravis qu'elle soit présente aujourd'hui pour partager son expérience à la fois comme proche aidante, mais aussi ses réflexions à titre de membre du groupe qui a rédigé ce document. La parole est à vous, Marianne. Merci beaucoup, Julie. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, nous vous entendons très bien. Malheureusement, on ne peut pas vous voir parce que nous avons quelques difficultés techniques, mais on vous entend. Merci de m'avoir invité. Désolée que vous ne puissiez me voir. On a travaillé très fort pour essayer d'allumer ma caméra, mais malheureusement, elle se montre très peu coopérative aujourd'hui. Alors, vous ne serez pas distrait par mon apparence, vous ne pourrez que vous concentrer sur mes paroles. Aujourd'hui, au lieu de me servir de diapositives, j'ai décidé de vous présenter une perspective plus expérientielle qui comprend mon expérience à l'heure actuelle, ainsi que la perspective d'autres proches aidants avec lesquels je travaille à l'occasion.
À titre de maman et de proche aidant pour mon fils, je l'ai aidé à s'y retrouver dans le système de soins de santé mentale. J'ai demandé des services pour lui. J'ai interagi en son nom avec beaucoup de prestataires de soins, d'établissements et d'organismes gouvernementaux. Mon fils et moi avons travaillé ensemble depuis de longues années pour améliorer sa qualité de vie. Et en dépit des défis auxquels il fait face, avec ses difficultés de santé mentale, il a toujours été optimiste par rapport à son avenir. Mon expérience, à titre de proche aidant de ce jeune homme brillant, a beaucoup contribué au travail de recherche et universitaire que j'ai fait en matière de santé mentale et de contact avec les proches aidants. Il est toujours la force motrice qui me donne le courage de prendre la parole devant vous. C'est mon expérience comme proche aidante et comme proche ressource qui m'a permis de comprendre que nos proches ont besoin de nous pour notre soutien moral, parfois financier, mais aussi pour les soins et pour les réconforter lorsqu'ils en ont besoin. Nous savons très bien que les proches aidants sont reconnus par les professionnels de la santé, les décideurs et les responsables des politiques, ainsi que les chercheurs, à titre de prestataires silencieux de soins, surtout lorsqu'ils sont patients. Plus récemment, les proches aidants se sont réunis afin de se faire reconnaître comme partenaires essentiels de soins. Ils ont déclaré leurs besoins de sorte que leurs proches puissent recevoir de meilleurs soins. Ces besoins comprennent parfois de l'information par rapport à la maladie, une formation médicale, de l'aide financière, un répit et un soutien par les pairs. Tandis que les proches aidants ont été davantage intégrés dans les équipes de soins, on les a rassurés à l'effet que leurs proches recevaient les meilleurs soins possibles. Conséquemment, le stress associé à la prestation des soins était allégé par cette connaissance que le patient avait accès à une équipe de soins entièrement intégrée, dont le proche aidant. C'est donc avec choc et stupeur que moi, ainsi que d'autres proches aidants, nous constations davantage que notre place était fragilisée à titre de partenaire essentiel des soins pendant cette pandémie. On s'est vu mis de côté, écarté des soins, sans aucun égard pour les conséquences néfastes de notre absence. Non seulement tout de suite après la déclaration de la pandémie, mais depuis des mois. Même si c'est devenu manifeste que d'éliminer la présence des proches aidants était nuisible à bien des égards. Les proches aidants comme moi-même ont été arbitrairement mis dans la catégorie de visiteurs et empêchés de prodiguer des soins à leurs proches et leur partenariat a été entièrement démantelé. La présence internationale de la COVID a changé nos vies par bien des moyens et de manière irrévocable à bien des écarts. Ce qui n'a pas changé, c'est les soins qu'il faut prodiguer aux autres. Surtout quand on est devant quelqu'un qui est plus capable de s'occuper de lui-même. Empêcher les proches aidants de prodiguer des soins essentiels qui augmentent les résultats positifs pour le patient, améliorent la qualité de leur vie et ajoutent de la valeur au système de soins de santé sans coût additionnel, n'est pas une solution viable ou raisonnable pour atténuer les risques de propagation du virus. Selon mon expérience à titre de mère et de proche aidante pour mon fils, qui a passé beaucoup de temps à l'hôpital au cours de sa vie, et d'après mon expérience à titre de proche aidante partenaire en soins de santé, j'estime que la réintégration des proches aidants à titre de partenaire essentiel de soins en période de pandémie est une étape nécessaire pour se préparer et protéger tous les citoyens dans la meilleure de notre capacité en période de crise. Les proches aidants sont un partenaire essentiel. Les patients et les professionnels de la santé en dépendent. Sans eux, les carences dans le système de santé deviendraient de véritables fossés. Nous avons la possibilité de créer un véritable cadre qui appuiera la participation
des proches dans le système de santé, mais il faut le faire ensemble. Si on met de côté certaines parties prenantes en raison d'une mauvaise planification, d'une mésinformation, d'une désinformation, la pression aura raison du système de santé. Cela nous laissera sans une ressource essentielle dans un grand nombre des systèmes de soins de santé du Canada. Merci beaucoup. Eh bien, Marianne, je crois qu'on vous applaudit silencieusement. Merci. Merci de votre dévouement auprès du Conseil consultatif et aussi de ce que vous faites au Québec et ailleurs. Je sais que vous offrez beaucoup de possibilités de mentorat. Et au nom d'un groupe de proches aidants, je souhaite vous en remercier. Alors, nous allons à présent passer à notre discussion avec notre panel. Je pensais avoir mis de côté plus de temps, mais étant donné que nous avons eu des exposés si fascinants, nous avons peut-être un peu moins de temps que prévu. Nous avons aussi beaucoup de questions dans la boîte de dialogue. Alors, Ward, je vous cède la parole. Merci, j'aimerais adresser une question à Chris et Jillian. Manifestement, les politiques par rapport à la présence des proches aidants sont faites au niveau de la province, peut-être par le médecin hygiéniste en chef. Est-ce que quelqu'un sait où les décisions sont prises? Est-ce que quelqu'un sait s'il existe des patients dans ces tables, enfin si les patients sont invités à ces tables de discussion? Ici Jillian. J'ai demandé au départ si les patients proches ressources avaient participé à l'établissement des politiques. J'ai parlé au Dr Anderson, qui est le PDG de Santé Ontario, qui est une agence unique, qui a une rencontre toutes les 2 semaines avec un conseil de patients de proches ressources depuis quelques semaines pour essayer d'orienter la prise de décision. À quoi cela devrait ressembler, tandis qu'on commence à réintégrer les patients et les proches ressources au système. Mais je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé au tout début. Eh bien, c'est la même chose de ce côté-ci, Jillian. Lorsque l'occasion s'est présentée pour nous de participer, eh bien, on a effectivement voulu participer à l'élaboration des politiques, mais la politique initiale était plutôt une intervention d'urgence et je pense qu'on a fait fi de la participation à ce moment-là des patients et des proches ressources. Merci beaucoup. Julie, une question suivie pour tous nos panélistes. Pour le moment, nous constatons un assouplissement des contraintes auprès des proches aidants essentiels, les partenaires essentiels, ce qui est bien, mais ce que je crains, c'est une deuxième vague et que les infections augmentent. Si on constate une augmentation des infections et ainsi des risques, est-ce que les patients proches aidants seront invités à la table de décision cette fois-ci? A-t-on la capacité d'influencer cela en dehors du rapport et à qui doit-on envoyer ce rapport? Sandy et Marianne, j'aimerais entendre vos idées. Avez-vous une idée? Est-ce qu'on vous invitera, vous croyez, à une table? Est-ce que vos partenaires... Ici Sandy. Je pense que les patients et proches ressources doivent avoir une voix parce que souvent, tout cela nous est imposé, surtout dans le cas des urgences, et les choses évoluent très rapidement. Ainsi, je pense qu'il est très important peut-être de mettre au point un mécanisme en vertu duquel les patients proches ressources peuvent intervenir rapidement eux aussi, de sorte que le langage soit clair, de sorte que si quelque chose ne convient pas, que les patients proches ressources puissent le signaler très rapidement. Donc, il fasse partie de la réaction d'urgence initiale, parce que le langage était le problème. Et je pense que ça peut avoir un effet de ruissellement sur l'interprétation du concept même de la présence de la famille.
Et je pense que c'est ainsi qu'on s'est servi d'une interdiction intégrale. Si on est centré sur la famille, il faut respecter la participation de la famille. Si vous permettez, ici Marianne, je pense que lorsqu'on veut apporter un changement en soins de santé, lorsqu'on veut faire les choses différemment, souvent, on se prend les pieds dans le processus et on décide que le processus doit être très compliqué, que 500 personnes doivent approuver une idée avant que ce ne soit déployé et mis en pratique. Et en fait, je me rappelle avoir lu une recherche à un moment donné où on disait parfois la meilleure mise en œuvre d'une nouvelle pratique est le petit essai de changement. Alors, à quelle vitesse peut-on intégrer les patients de proches ressources? Peut-être qu'on peut créer une structure en 3 étapes, c'est-à-dire on identifie le proche aidant et ensuite on a une petite séance rapide avec eux, une petite formation et ensuite on discute avec les prestataires de soins des moyens par lesquels ils peuvent intégrer les proches aidants avec une attitude plus ouverte et les faire participer aux travaux de l'équipe. On n'a pas besoin d'avoir un processus bien compliqué, surtout si une vague se présente très rapidement et qu'on veut s'y préparer à l'avance. Si vous permettez, je vais passer aux questions parce que je veux que Word réponde à certaines questions, même s'il co-anime. Alors, Word, Chris, Gillian, vous avez sans doute interagi avec vos ministères de la Santé, vos autorités sanitaires. Que faudrait-il pour exiger la présence des proches aidants à titre d'essentiel dans le cadre de la prestation des soins? Je pense, bon, on les soutient conséquents, on les soutient en conséquence, on veille à ce qu'ils soient intégrés en fonction des étapes qu'on a présentées dans le rapport, mais comment est-ce qu'on pourrait exiger que ça fasse partie du fonctionnement du système de santé, de sorte que ça ne soit pas évacué en temps de crise, que leur présence ne soit pas évacuée en temps de crise? Eh bien, Julian nous disait que le conseil d'administration des hôpitaux, les autorités sanitaires et les hôpitaux, en fait, ont réagi aux velléités des politiques. Alors, je pense qu'il faut remonter jusqu'aux sphères politiques. Même certains politiciens, dans ce cas-ci, se sont pliés aux volontés d'autres personnes. Jillian, je pense qu'il faut se rappeler que dans la première vague, depuis l'expérience internationale, on avait l'impression que les hôpitaux seraient submergés de patients. Mais on a une perspective un peu différente pour la deuxième vague, en dépit de ce qui se passe au sud de nous, aux États-Unis. Je pense que on sait à quel point il a été difficile pour les patients de ne pas avoir accès à leurs proches pendant cette longue période, pendant la première vague. Alors, je pense qu'il faut intégrer les patients proches ressources, entre autres, aux efforts de contention de limite de la pandémie, entre autres, en les comptant, surtout du point de vue de l'équipement de protection individuelle. Et donc, il faut qu'ils soient pris en compte et je pense qu'il faut aussi offrir une formation très facile, très simple. Les proches aidants doivent avoir accès à une ressource qui leur permet de comprendre comment mettre et retirer le pays, l'équipement de protection individuelle, pour que le personnel hospitalier ne doive pas constamment le faire à leur place. Et ensuite, je pense qu'il faut que ce soit intégré au système. Donc, que ça fasse partie, par exemple, d'Agrément Canada, ça en fait déjà partie dans certains cas. Alors, ça peut être une attente et je suis d'accord également qu'il faut s'attaquer aux questions politiques également de santé publique, parce que la majorité d'entre nous, en fait, on respecte les normes d'agrément, mais il faut
passer aux décideurs et à la santé publique parce que on s'est concentré exclusivement sur le risque d'infection. Ce n'était pas un risque équilibré. Comment tenir compte des autres risques? Merci, Jillian. Oui, formidable. J'écrivais tout ce que vous disiez. Ce sont des actions bien concrètes. Alors, je vous cède à nouveau la parole, Ward. Oui, non, j'essaie de suivre ce qui se dit dans la boîte de dialogue. Entre autres, on dit ici que certains patients hésitent à nommer un proche aidant, même s'ils ont besoin de quelqu'un. Comment aider ces patients? Et de nouveau, je cède la parole à Sandy et Marianne. Avez-vous des conseils à nous prodiguer de ce côté? Parce qu'il y a certaines personnes qui, naturellement, ne demandent pas souvent de l'aide de leur famille ou de leurs amis. Alors, je pense que la clé ici, c'est de parler du fait que ce ne sont pas tous les patients qui ont envie de voir un proche aidant avec eux. Et c'est ça, les soins centrés sur le patient et sa famille. Chacun a son opinion singulière. Moi, je suis la mère d'une enfant handicapée. Je dois être là pour l'aider. Je suis là pour défendre ses intérêts, mais aussi pour des questions de sécurité. Me comparer, par exemple, à ma mère qui peut communiquer, qui peut, par exemple, discuter avec moi grâce à une plateforme virtuelle. Bon, je n'ai peut-être pas besoin d'être à l'hôpital avec elle, mais je dois faire partie de l'effort de communication. Donc, selon le cas du patient et selon le cas de la famille, je pense qu'il faut se rappeler qu'il faut prendre une décision dans l'intérêt du patient dans le moment présent. Si vous permettez, j'aimerais intervenir, vous poser une question. Et si vous n'avez pas de proche ou que vous ne voulez pas un proche aidant, alors comment je rejoins une question qui est posée dans la boîte des dialogues. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pour le moment proches aidants et qu'ils ne peuvent pas accéder à leurs proches et ils estiment que ça a endommagé leur relation avec l'équipe de soins et l'hôpital. Ils sont stressés par leur retour, dans quel point ils seront accueillis, à quoi ressemblera le partenariat de soins, et ils se sentent traumatisés. Et il y a une véritable question de confiance. C'est stressant pour le personnel de première ligne, pour les dirigeants et les proches aidants. Qu'est-ce qu'on fait des relations endommagées? C'est une situation très difficile. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que pour bon nombre de nos prestataires de soins de santé, ça a été vraiment stressant parce qu'eux-mêmes n'ont pas envie d'exécuter ces ordonnances, exigeant qu'ils empêchent l'accès aux proches. Alors, ça a été difficile pour tout le monde. Alors, je pense qu'il s'agit maintenant de reconnaître que certaines sensibilités ont été heurtées. Il faut reconnaître que cette expérience a été difficile pour beaucoup de gens. Je suis d'accord avec Chris. Ça a été une situation très difficile pour tout le monde. Et il faut avancer ensemble. Il faut s'interroger comment avancer à partir de ce qu'on a vécu et ouvrir les voies de communication. C'est essentiel. Je pense aussi que la confiance se mérite. Alors, je suis d'accord avec Chris, ça a été très difficile pour le personnel de première ligne qui veulent aussi que les proches aidants soient sur place. Alors, j'espère que les proches aidants comprennent que ce n'est pas le personnel de première ligne qui empêche leur présence, c'est plutôt que c'est un décret qui les empêche d'accepter la présence des familles. Mon mari est en soins de longue durée, je ne l'ai pas vu pendant des années, pendant des mois, et donc c'est quelque chose que je sais bien personnellement, mais je pense que
Je pense que la confiance se mérite. Il faut mériter cette confiance tandis qu'on réintégrera les patients et proches ressources. Il ne faut pas non plus critiquer et ne pas non plus réagir si les gens agissent négativement d'une manière qu'on a peut-être du mal à comprendre. Et je pense qu'il faut être sensible tandis qu'on réintégrera les patients et proches ressources. Merci. Je crois que nous prendrons une dernière question. Je viens de voir une question intéressante. Est-ce qu'un établissement de soins de santé pourrait refuser d'exécuter une ordonnance d'interdiction? Je pense que ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'on peut s'adapter, n'est-ce pas, Jillian? Eh bien, nous avons fait des exceptions quand on a pensé que c'était vraiment dans l'intérêt du patient. Mais on a tâché d'avoir des possibilités virtuelles d'interaction, si le patient le souhaitait, évidemment. Je pense que ça a permis de maintenir certains liens de confiance. Bon, alors je vais devoir en rester là. Je sais que le temps est écoulé. Il est déjà 13 heures passées. Merci à vous tous pour votre participation et des remerciements sincères d'avoir travaillé si fort avec la FCASS. Merci pour ceux d'entre vous qui avez travaillé au sein de vos propres organismes pour faire avancer ces questions. J'invite nos invités à rester un petit moment pour participer à un sondage sur l'amélioration continue de la qualité. Vous n'avez qu'à répondre à 3 petites questions. Et d'ailleurs, je le répète, ce webinaire a été enregistré. Il sera versé sur le site de la Fondation. Et nous allons également consigner tout ce qui a été rédigé dans la boîte de dialogue. On sait qu'il y avait beaucoup de questions et d'observations qu'on tâchera d'inclure dans un résumé. Merci à tous. Passez une excellente journée et merci d'avoir participé si activement. Au revoir. La téléphoniste, ceci conclut la téléconférence. Merci de votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher.